Bienvenue tout le monde. Nous, comme vous saurez, déjà, nous faisons des webinaires régulièrement pour traiter des thèmes très importants, soit sur notre offre Beeswax, soit sur des thèmes de l'industrie. Et aujourd'hui, Audrey, elle va traiter le thème probablement la plus important du moment. Donc, elle va parler de comment se préparer pour un futur sans cookies. Avant qu'on ne commence, il faut que je vous prévienne qu'on accepte des questions. Donc, n'hésitez pas à nous les poser en utilisant le bouton Q&A en bas de l'écran. Et nous traitons toutes les questions après la présentation. Donc, Audrey, je passe le micro, c'est à toi maintenant. Merci Kadi. Et bonjour à tous et bienvenue sur ce nouveau webinaire où Kadi l'a très bien introduit. On va parler d'un sujet qui a été entendu et réentendu et on a pensé qu'il serait très intéressant de l'aborder du point de vue de Beeswax et d'expliquer comment on accompagne nos clients avec notre approche de l'identité et leur permettre d'atteindre et de maintenir un bon niveau de performance. Voilà, donc on parlera des différentes solutions qu'on propose avec quelques exemples les plus courants de mise en œuvre qu'on a pu observer sur notre plateforme. Avant toute chose, je vais me présenter. Donc, pour ceux qui ne me connaissent pas, je suis Audrey Bosumeau, je suis Sales Director Europe chez Beeswax. Ravie d'être avec vous aujourd'hui. Alors, pour donner un petit peu de contexte sur ce sujet, je tente toujours à rappeler que la grande fonction de la publicité digitale et programmatique, c'est d'interagir avec une audience. C'est cette promesse de ciblage précise, que ce soit basée sur du socio-démo ou sur du comportement. L'idée, c'est d'approcher de manière calculée un groupe d'individus dans le web. Et tout ce concept, finalement, il a été fondé sur un mécanisme d'identité pour nous permettre de reconnaître finalement ces utilisateurs et de les cibler de manière pertinente et efficace. Et donc, avec les différentes annonces qui sont plus trop si récentes que ça, on est finalement en plein bouleversement de cet écosystème qui s'était effectivement lourdement appuyé sur des modèles d'identification très spécifiques et qui vont désormais réduire ou disparaître. Donc, avant toute chose, si on s'interroge sur la conséquence directe de la suppression des cookies, et puis je vais rajouter là-dedans la réduction des IDFA sur iOS, on va observer plusieurs conséquences et changements sur le marché. La première chose, c'est de multiples DSP, exchange ou acteurs indépendants qui vont réagir. Donc, il y a eu un vrai élan de création de solutions d'identifiants alternatifs pour finalement garder cette dimension d'identification sans dépendance aux third-party cookies. On va aussi ajouter à cela une vraie redynamisation de la stratégie d'achat programmatique qui, du coup, peut être un peu plus orientée autour du contexte et de la sémantique. Donc, il y a quand même de très bonnes choses qui ont vu le jour suite aux annonces. Tout changement n'est pas forcément chaotique. En termes de conséquences, par contre, il y en a une qui est certaine, c'est le challenge au niveau du ciblage. Il ne faut pas oublier que la promesse de la programmatique, qui est de targeter la bonne personne au bon moment, eh bien, comment on maintient cette promesse dans un univers sans cookies? Donc, premier problème. On a également les conséquences engendrées sur la mesure et l'attribution. Et dernièrement, les conséquences liées au frequency cap, qui est une métrique très importante et on va y revenir dans quelques instants. Donc, maintenant qu'on a établi une scène, on va essayer de se focaliser du coup sur le côté buy-side. Et ce qui va nous intéresser aujourd'hui, finalement, c'est ce que tout cela signifie en termes de performance. Donc, on va couvrir l'approche Beeswax, on va couvrir les méthodes d'optimisation, on va parler de la data augmentation et des potentielles sources de data qui pourraient être pertinentes d'inclure. Alors, je vais commencer par parler de notre approche chez Beeswax. Donc, si on récapitule un petit peu les principales idées autour de l'identité, donc les fondements et leurs utilités, on a le ciblage, on a la mesure et l'attribution et le frequency cap. Le frequency cap, c'est une valeur qui est souvent oubliée, mais qui reste cruciale. On ne veut pas surexposer ou surdépenser sur une audience. Donc, si on pense à ces trois grandes fonctions séparément,
Eh bien, ce qui est intéressant de se rappeler, c'est qu'on peut tout à fait imaginer qu'elles soient opérées de manière complètement indépendante et non pas seulement avec ce fameux cookie. Vous pouvez avoir une approche différente pour chacune d'entre elles en fonction des outils que vous avez. Donc, chez Beeswax, on offre des fonctionnalités très avancées pour tout ce qui se rapproche à l'identité. On a pris le parti de ne pas développer notre propre identifiant et à la place, on a décidé d'intégrer plusieurs ID universels. Donc, avec le LiveRamp IDL, qui est déjà disponible. Je vous invite aussi à garder un œil sur nos prochaines communications, car il y a d'autres très bons candidats en route, je voudrais dire. Ensuite, ce qui est unique chez Beeswax, c'est la capacité de créer ce qu'on appelle un Custom ID Space. Donc, c'est une fonctionnalité qu'on a développée pour permettre aux acheteurs d'incorporer leurs propres ID à notre plateforme et de pouvoir donc opérer leurs propres attributions, ciblage ou frequency capping. Donc, tout client qui finalement aurait accès à un large volume d'inventaire ou de first party data aurait la possibilité d'utiliser leurs propres identifiants dans notre écosystème sans avoir à le traduire en cookie Beeswax. Donc, ça pourrait être par exemple un publisher ou une alliance de publishers ou une société qui a un pool de data conséquent. Pour finir, chez Beeswax, on a développé le concept d'utiliser une combinaison de données pour un même objectif. Donc, c'est ce qu'on appelle le fallback. Donc, par exemple, vous créez une règle de frequency cap avec un cookie ID. Vous recevez une bid request. Si le cookie n'est pas présent, eh bien, vous pouvez mettre en place un système de fallback vers un ID universel. Encore, si l'ID universel n'est pas présent, eh bien, vous pouvez placer un fallback vers une adresse IP. Donc, il y a des solutions alternatives pour mener ce frequency cap en dehors des cookies. Donc, voilà un peu les 3 options qu'on propose. Donc, c'est vraiment des solutions qui permettent à nos clients de garder une dimension d'identité dans leur stratégie de bid. Donc finalement, quand on pense aux stratégies d'identité et à leurs usages, il faut s'interroger sur pourquoi tout ça c'est important finalement. Qu'est-ce qu'on en tire vraiment? Eh bien, c'est que de l'optimisation finalement. Aujourd'hui, ça reste un outil pour optimiser. Et c'est vrai que l'optimisation, ça doit rester la qualité essentielle pour toute entreprise qui fait aujourd'hui de l'achat programmatique. Donc, comment approcher différemment l'optimisation? C'est ce dont on va parler maintenant. Établir une stratégie d'optimisation pour délivrer des campagnes performantes, ça inclut beaucoup de choses. On a effectivement une grosse allocation de ressources, financières ou humaines, donc ça va être des traders, des data scientists ou autres. On a des partenariats avec des outils ou des solutions tiers et surtout beaucoup de temps. Donc, il est vraiment important de se focaliser sur ce qui fonctionne. Et on a été très, très concentré sur cette approche de ciblage d'audience et d'utilisateurs, alors qu'il y a une chose qui est de plus en plus revalorisée depuis ces changements, c'est le facteur d'inventaire. Donc, quelle est la data inventaire auquel j'ai accès dans une bid request qui pourrait être utile pour mon optimisation? Chez Beeswax, quand vous recevez une bid request, vous avez une multitude de paramètres à exploiter, des dizaines et des dizaines, et qui peuvent amplement être suffisants pour créer une stratégie d'optimisation. On a beaucoup de clients chez Beeswax qui opèrent uniquement sur des facteurs inventaires et qui voient de très, très bonnes performances. Donc, pour illustrer quelques exemples, vous pouvez considérer sur ces facteurs inventaires le site, bien sûr. Quel est le contexte qui vous semble le plus pertinent pour votre campagne? Vous avez l'exchange. L'exchange, c'est un facteur qui est particulièrement important et qui... c'est pas une stratégie qui saute toujours aux yeux, mais vous n'allez pas performer de la même manière d'une exchange à une autre. Certains SSP prennent plus de commissions, donc ce qui veut dire qu'en bid réduction, votre bid va être plus faible. Certaines exchanges vont me proposer les mêmes sites, mais pas les mêmes portions, pas les mêmes catégories du site. Donc, c'est important quand même d'analyser ce qui se passe derrière une exchange. Ensuite, vous avez le facteur temporel aussi. À quelle heure de la journée vous performez le mieux, etc., etc. Je ne vais pas couvrir des centaines de facteurs aujourd'hui. Je pense que vous comprenez l'idée. Mais c'est ça l'idée d'un facteur inventaire. Analysez-le et essayez de comprendre qu'est-ce que vous valorisez et sur quel contexte vous êtes prêt à payer le plus. Ce qui va être du coup maintenant intéressant, c'est de non pas seulement considérer ces éléments un par un, mais de les assembler sous forme de combinaison. Et en faisant ça, vous rentrez presque finalement dans la conception d'un algorithme qui est personnalisé en fonction des objectifs de vos campagnes.
sans forcément avoir besoin d'un identifiant cookie ou IDFA. Vous allez pouvoir déterminer du coup un bid price qui sera plus ou moins élevé en fonction des critères inventaires auxquels vous êtes exposé. Donc, si on prend l'exemple ici, la combinaison la plus performante, donc sur laquelle vous êtes prêt à bider le plus cher, parce que vous savez que vous avez les meilleures performances, donc ce serait donc la bid request qui provient d'Android à 23 heures de Lille sur lemonde.fr. Donc voilà pourquoi c'est important de couvrir le facteur inventaire, parce que ça reste une méthode alternative très pertinente à l'identité. L'autre sujet que je voulais couvrir aujourd'hui et qui est très important, c'est un sujet c'est une fonctionnalité plutôt qui est très propre à Beeswax et qui s'appelle Data Augmenter. Alors, un Data Augmenter, c'est un concept qui vous permet d'analyser la bid request et de l'enrichir avec votre data ou une information en temps réel avant qu'elle atteigne le bidder en lui-même, où vous avez toutes vos campagnes de listées. Donc, c'est la partie en jaune que vous allez voir ici sur le schéma. Donc, imaginez, vous recevez une bid request, vous scannez tous les paramètres et vous allez peut-être reconnaître une IP qui fait partie de votre base de données. Vous allez pouvoir donc adapter votre stratégie d'enchère en fonction. Donc, ce mécanisme, il vous permet finalement d'associer la bid request à un segment spécifique qui vous permettra d'optimiser votre campagne de manière plus efficace. Donc, certains clients ont de la data ou une techno qui leur est primordiale pour délivrer leur campagne. Donc, ce qu'on va mettre en place, c'est leur envoyer la requête avec tous les paramètres OpenRTB. Le client va analyser cette requête. Il va pouvoir reconnaître soit un utilisateur auquel il a attribué un scoring, par exemple, ou par exemple analyser une URL et vérifier si elle match une de leurs listes contextuelles. C'est ce qu'on appelle un lookup. Puis, ce client va nous retourner cette bid request avec une key value. Donc, en respectant un laps de temps, on reste en programmatique, hein, donc en respectant un laps de temps qui est très court, qui est de 10 millisecondes. Et nous, avec cette key value, eh bien, on saura quel segment activer pour cette bid request et envoyer donc une bid response en fonction. Alors, le ciblage contextuel, c'est un cas d'usage assez récurrent chez Beeswax. Si vous avez une bibliothèque d'URL, une bibliothèque sémantique, eh bien, vous pouvez donc l'exploiter dans l'écosystème Beeswax. C'est le cas de Keymantics, par exemple. C'est le cas de Query aussi, qui est une plateforme de marketing sémantique et qu'on accompagne donc sur cette stratégie. Il est important aussi de préciser, et c'est vrai que c'est quelque chose qui peut être oublié, et c'est le fonctionnement de Beeswax incorpore aussi la technologie de nos clients. Le data augmenter est hébergé chez le client. Donc, c'est une pièce de technologie qui vous appartient. Donc, c'est une méthode qui est complètement sécurisée et sous votre contrôle. Donc, la fonctionnalité de Data Augmenter, elle peut être utilisée pour plusieurs objectifs. C'est une des raisons même pour lesquelles beaucoup d'acteurs choisissent Beeswax comme bidder. On a parlé du ciblage contextuel avec la capacité de matcher des URL et une liste sémantique, mais on a pu observer l'utilisation de données géographiques. Je vous donne un exemple. Si vous avez de la data météo, vous savez qu'il pleut à Paris maintenant. Eh bien, vous pouvez, si vous avez une campagne pour une enseigne de café, eh bien, vous pouvez envoyer un coupon de réduction pour prendre un café dans une des enseignes parisiennes où l'utilisateur se trouve, donc dans un endroit abrité. C'est un exemple et c'est un des cas d'usage qu'on pourrait avoir par incorporer effectivement cette data supplémentaire, cette connaissance supplémentaire que vous avez pour enrichir vos campagnes. Si vous avez de la first party data et qu'il y a un identifiant dans la bid request, comme on l'a vu un peu plus tôt, donc ça peut être un universal ID, ça peut être un identifiant qui vous est propre, ben, vous pouvez l'associer à la bid request et à un segment pour ajuster votre ciblable envers ces utilisateurs que vous donc connaissez. Pour finir, vous pouvez même, sans utiliser d'identifiant, établir un score en utilisant les facteurs inventaires présents dans la bid request et ajuster votre réponse. Donc, c'est l'exemple qu'on a vu un peu plus tôt. Si la request arrive de Lille, elle sera immédiatement associée à un segment que vous avez déterminé où vous savez que vous avez des meilleures performances à Lille. Donc, c'est quelques exemples ici. Mais l'idée d'un data augmenter, elle s'inscrit vraiment dans les solutions alternatives qui peuvent être adoptées après la suppression des cookies.
L'enjeu, c'est d'incorporer dans vos requêtes l'information qui est importante pour vous. Et il y a une multitude de possibilités et ça peut vraiment être rattaché à l'utilisateur ou à l'inverse, plutôt à la dimension contextuelle. Donc voilà, aujourd'hui, l'idée, c'était d'aborder le sujet d'un point de vue théorique. On n'a que 15 minutes. Mais si vous souhaitez en savoir plus sur le concept de data augmentation, je vous invite à visionner le webinaire sur notre chaîne YouTube que Shamim, qui est un de nos cofondateurs, a animé et qui reprend tout ça en détail avec toutes les spécificités techniques. Ça vaut l'écoute si vous voulez vraiment rentrer dans l'aspect implémentation. Vous aurez également mes coordonnées sur la prochaine slide et je serai ravie d'approfondir un des sujets si besoin. Voilà, c'est tout pour aujourd'hui et je vais laisser la place aux questions. Pas exactement tout, parce que là, on a déjà une question de l'audience. Il faut dire que là, on apprécie des questions assez directes. Donc, il y a quelqu'un qui veut savoir, est-ce qu'un data augmenter est coûteux? C'est une très bonne question et c'est une question importante. Alors, il n'y a aucun coût additionnel du point de vue de Beeswax. On ne vous facturera pas la mise en place et la connexion avec un data augmenteur. C'est un mécanisme qui est hosté chez vous. Notre rôle, c'est de vous envoyer la requête en OpenRTB avant que vous preniez votre décision de bid. C'est un appel HTTP et vous avez 10 millisecondes pour nous répondre avec la key-value qui nous donnera l'instruction. Et c'est ça qui est intéressant parce que ça vous permet de personnaliser votre data augmenteur de la manière dont vous voulez. En termes de privacy, il n'y a rien qui est téléchargé dans notre système, c'est complètement sécurisé et c'est votre techno et vous avez le contrôle dessus. Donc, nous, on ne le voit même pas. Donc, c'est votre pièce de technologie et nous, on le connecte gratuitement et on le supporte dans l'écosystème, on le traduit en segments, etc. Les frais qui sont peut-être à prévoir de votre côté, du coup, et sur lesquels on n'a pas la main, ce serait les ressources techniques, humaines, pour la mise en place et la maintenance du data augmenteur. Les frais de serveur pour hoster le data augmenteur, il faut pas qu'il soit trop loin de notre infrastructure dans AWS. Donc, en fonction de votre contrat avec Amazon, voilà, les ressources en interne que vous avez, c'est ces frais-là qu'il faut prévoir. Mais en tout cas, c'est un service qui est gratuit chez Beeswax. Bon, c'est important à couvrir ça. C'est vrai que ça peut être délicat, mais voilà, c'est intéressant. Et donc, Audrey, je crois qu'on n'a pas encore d'autres questions. Donc, à ce point-là, on va dire merci énormément à toi d'avoir partagé voilà, toutes ces informations aujourd'hui. On va dire merci à notre audience d'avoir assisté. Et donc, on va dire à très bientôt, comme on fait souvent ces petits webinaires. Merci à tous et puis n'hésitez pas à nous contacter si besoin. Bonne journée.